Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du remplacement de la comptabilité de flux par la comptabilité de stock. Comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, l'existence bien réelle de charges cachées ou charges omises ou négligées, selon le terme que vous préférez. Des charges en tout cas qui n'apparaissent pas dans la comptabilité ou la simili-comptabilité croissanciste, et qui témoigne d'une double option en termes de vision de l'économie par les gestionnaires de cette société de la croissance. La première option, c'est de considérer l'économie comme un simple flux de marchandises et non comme un rapport physique à la nature, ce qui revient à ignorer les lois de la géologie, qui conditionnent la disponibilité précisément des matières premières. Cette vision, c'est celle d'une économie dite de flux, concrétisée en termes chiffrés par une comptabilité, elle aussi dite de flux. La deuxième option, c'est de ne pas se préoccuper des externalités négatives du processus économique et de ne prendre en compte que son résultat immédiat, représenté par la quantité de production de l'exercice en cours. À ces deux options, choisies par les gestionnaires de la Société de la Croissance, s'en ajoute une troisième, dont nous avons d'ailleurs déjà abondamment parlé, qui concerne la façon de rendre compte de l'activité de l'entité globale, la société industrielle, par la seule production d'un solde intermédiaire de gestion, le PIB, produit intérieur brut. Solde intermédiaire de gestion masquant par définition le résultat comptable réel et global en termes de déficit ou en termes de bénéfice. Eh bien, la seule méthode permettant de restituer une image juste et sincère de l'activité de la société industrielle serait de mettre en place une comptabilité conforme aux règles universellement adoptées par toutes les autres entités de production. Une première étape consisterait à établir un compte de résultats et un bilan en comptabilité de stock, c'est-à-dire faisant apparaître les variations négatives ou les variations positives du stock intrinsèque de matières premières utilisées par le processus industriel de la société croissanciste. Ce type de comptabilité correspondrait alors à la réalité d'une économie de stock, contrairement à la réalité d'une économie de flux. Économie de flux qui ne comptabilise que la valeur marginale des matières premières, calculée à partir de leur coût d'extraction, leur coût de transport, de mise en œuvre uniquement. Alors après avoir pris en compte ces coûts ignorés par principe, à savoir la valeur intrinsèque de ce que nous nommons les RNF, les ressources naturelles finies. Une deuxième étape consisterait à réintégrer ces coûts cachés, par principe, avec des artifices, à les réintégrer, c'est-à-dire ces différentes charges et provisions environnementales que nous avons détaillées dans notamment la chronique précédente. Eh bien alors, nous allons voir, à l'aide des documents comptables de synthèse que sont le bilan et le compte de résultat, que ces ajustements, une fois opérés, feraient apparaître un déficit annuel régulier qui, déficit cumulé, en report à nouveau d'un exercice sur l'autre, laisserait entrevoir le spectre de la faillite et la probabilité de la banqueroute. Nous savons que dans un compte d'exploitation ou un compte de résultat classique, il faut porter en charge les dépenses et en produire les recettes. Les dépenses de la société industrielle, eh bien, ce sont les achats de matières premières et les rémunérations de toutes sortes qui sont versées aux différents intervenants. Les produits, ce sont les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ou encore la production de biens et de services. Par souci de simplification, nous laisserons volontairement de côté les valeurs comptables
issu du rôle perturbato-régulateur ou régulato-perturbateur de l'État, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires, les impôts et les subventions. Enfin, et avant de commencer à prendre en connaissance les projections comptables que nous proposons, rappelons encore une fois ces 3 points. Premier point, le mode de pensée économique de la société industrielle, et par voie de conséquence son mode de présentation comptable, c'est ce qu'il convient de nommer celui d'une économie de flux, ne prenant en compte que les flux de produits entrants et sortants et la valeur ajoutée dégagée lors de leur transformation industrielle. À l'opposé, une économie de stock comptabilise, elle, la diminution ou l'augmentation des stocks de ressources entrant dans la fabrication des biens et services, ainsi que le coût de l'impact sur l'environnement de cette fabrication. Troisième point, la société industrielle ne communique pas, ne livre pas à ses administrés, c'est-à-dire à nous les citoyens de base, elle ne communique pas de compte d'exploitation, ni de bilan de son activité économique, et se borne à ne livrer que quelques soldes intermédiaires de gestion, dont le fameux PIB. Encore en préliminaire à ces simulations que je vais vous proposer, il semble intéressant d'envisager l'hypothèse où la société industrielle serait poussée à livrer contre son gré ce fameux compte d'exploitation que nous réclamons. L'hypothèse qu'elle serait poussée à le livrer sous la pression, par exemple, d'une opinion publique particulièrement irritée par cette lacune, cette obstruction persistante. Dans cette hypothèse, alors, il y a fort à parier qu'elle nous produirait un compte d'exploitation parfaitement équilibré, avec en charge ses achats de matières premières et les rémunérations servies, et en produit son chiffre d'affaires obtenu. Cette présentation hypothétique prendrait probablement cette forme. Alors cette présentation imaginaire parie sur le fait que la société industrielle française ne déclarerait pas de bénéfices, ni ne déclarerait de déficit, et que l'intégralité de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la valeur de la production, de biens et de services, serait utilisée tout entière pour servir les rémunérations de toute nature, telles que salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, revenus immobiliers, actions, titres, d'une part, et les achats de matières premières, d'autre part. Dans l'hypothèse d'une telle présentation, la première interrogation qui nous viendrait à l'esprit serait celle de l'imputation ou pas du déficit de l'État central, estimé et avoué à 50 milliards annuels, chiffre d'avant Covid. Car, contrairement au déficit des diverses entreprises de la société civile qui s'annulent entre eux, ce dernier, le déficit de l'État, n'est compensé par aucun opérateur partenaire. Dans ce cas de figure théorique d'école, nous ferions alors observer aux gestionnaires de la société industrielle qu'il faudrait quand même intégrer le déficit public au bilan et au compte de résultats consolidés de la société industrielle croissanciste France, qu'il faudrait l'imputer au titre des opérations diverses, les OD, de régularisation à chaque fin d'exercice. Suite à cette remarque imparable, les gestionnaires croissancistes pourraient alors être tentés de faire apparaître un bénéfice dans les comptes de synthèse avant imputation finale du déficit public, afin que le montant du premier vienne compenser le montant du second et pouvoir ainsi présenter au grand public un résultat en équilibre parfait après la régularisation finale. Alors, il va sans dire qu'une telle présentation serait peu crédible et relèverait à coup sûr de la manipulation comptable, car nous ne voyons pas comment pourrait se concrétiser un excédent de gestion dans la partie produit du compte d'exploitation et par symétrie dans la colonne actif du bilan. La seule
possibilité serait que la société industrielle réussisse à créer des ressources naturelles finies afin de reconstituer son stock et de pouvoir ainsi inscrire une variation de stock positive, compte numéro 713 du plan comptable, pour l'inscrire en produit du compte d'exploitation et une augmentation de stock en classe 3 de l'actif du bilan. Une autre possibilité, alternative ou conjointe, serait de pouvoir inscrire en immobilisation des infrastructures publiques, ce qui aurait pour conséquence de mouvementer un compte de classe 7 du compte des résultats et un compte de classe 2 du bilan. Cette éventualité n'est pas non plus à retenir dans la mesure où les infrastructures publiques de la société industrielle ne sont pas réputées suffisamment durables pour être immobilisées sur le long terme, à la différence, par exemple, des pyramides de l'Égypte ancienne. Car nos infrastructures modernes, en effet, sont conçues avec des matériaux éphémères et ne peuvent subsister sans une maintenance extrêmement lourde, de haute technologie et fréquemment répétée. Pour s'en persuader, il suffit d'imaginer le viaduc de Millau, par exemple, laissé sans entretien tel une pyramide pendant 5 siècles. Nul doute qu'il s'écroulerait, le viaduc de Millau, en poussière, en quelques décennies, à l'image du viaduc de Gênes en août 2018. Nous voyons donc qu'il est impossible de concevoir les ouvrages d'art de la société industrielle en tant qu'immobilisation d'un point de vue comptable, mais plutôt qu'il faut les traiter en tant que charges permanentes ne pouvant faire l'objet d'une comptabilisation en excédent de gestion. Mais au final, et quelle que soit l'option choisie, cette présentation serait toujours fallacieuse, car issue, encore une fois, d'une simple vision en économie de flux qui ignore les charges inhérentes à une économie de stock. Une présentation comptable réaliste devrait donc impérativement prendre en compte la variation des stocks des ressources naturelles énergétiques et minérales consommées par la civilisation industrielle, mais également ses coûts induits sur l'environnement dont nous avons déjà parlé et que nous regrouperons sous le vocable générique de provision écologique ou plus exactement provision environnementale, puisqu'il s'agit bien de dotations préservées, de dotations destinées à préserver l'environnement. Alors, comme nous l'avons vu lors de la chronique numéro 6, intitulée « Les relations comptables entre l'homme et la nature », et si les gouvernements avaient raisonné en économie de stock, ils auraient dû inscrire en actif du bilan de départ de la société industrielle, c'est-à-dire grosso modo autour de l'année 1850, la valeur de la totalité de la dot terrestre que la société industrielle se proposait de prélever pour ses activités futures, c'est-à-dire l'intégralité des ressources énergétiques et minérales finies de la planète, éventuellement additionnées de la biomasse au-delà du taux de renouvellement. Par la suite, et à l'issue de chaque exercice, il aurait fallu comparer le stock final avec le stock initial et inscrire en compte de résultat une variation négative, c'est-à-dire une charge constatant sa diminution. Il aurait également fallu inscrire en charge supplémentaire la perte annuelle de matière organique générée par le mode de vie urbanisé et industrialisé, concernant notamment les déchets alimentaires, les déjections humaines, ne réintégrant plus les sols arables, nous avons déjà vu tout cela. En outre, il aurait fallu inscrire en charge des provisions pour régénération de la composante naturelle des sols cultivables, de l'humus, au fur et à mesure que l'agriculture industrielle se développait et en dégradait la composition. Enfin,
avec la mise en place de l'industrie nucléaire, il aurait fallu inscrire des provisions pour risque d'accident et pour charge de démantèlement. Nous avons déjà vu tout cela dans la chronique numéro 7, consacrée à l'identification des charges, à l'énumération de toutes ces charges cachées par la société croissanciste. Mais il va s'agir maintenant d'imputer tous ces postes de charge au sein d'une comptabilité globale. Ceci étant posé, et en réécrivant ce donnant pour objectif de réécrire la comptabilité de la société industrielle selon ces principes, il convient toutefois de préciser que le mode d'exploitation de cette société industrielle n'a probablement pas été toujours en déficit. Car ces charges spécifiques, bien qu'en augmentation constante chaque année, ont sans doute pu être compensées par la valeur de la production jusque vers les années 1970, grâce à la forte rentabilité de la société industrielle, elle-même rendue possible par des coûts d'accès très bas aux ressources naturelles. De par l'incidence d'un très fort TRE, taux de retour énergétique, dont nous avons abondamment parlé dans la chronique numéro 4 sur l'impasse physique, le taux de retour énergétique. Ce compte d'exploitation, en économie de stock, sincère mais néanmoins équilibré, aurait alors pu être présenté ainsi avant la fin des 30 Glorieuses. Mais cette présentation aujourd'hui a fait long feu. Voyons maintenant pourquoi les coûts d'accès aux ressources naturelles étaient si bas avant les années 1970. La première raison est une raison d'ordre technique, car les prospecteurs ont prélevé en priorité les ressources facilement accessibles, négligeant ainsi celles qui nécessitaient des investissements et des matériels onéreux, ou bien qui nécessitaient des conditions de travail difficiles. Pour illustrer ce fait, il suffit de savoir que le coût d'extraction dans les champs de pétrole les plus faciles du monde, les champs faciles de Ghawar, par exemple en Arabie Saoudite, est de moins de 2 $ le baril, alors que la fracturation hydraulique pour l'obtention d'huile de roche-mère dans le bassin de Bakken aux États-Unis n'est rentable qu'au-delà d'un prix de 40 $. La deuxième raison est d'ordre politique, car nombre de ces ressources se situaient dans des pays du Sud, colonisés par l'oligarchie occidentale, et que leur coût d'acquisition était de ce fait limité aux seuls frais techniques. Alors donc, compte tenu de tous ces éléments, le déficit s'installe après les années 1970, car l'énergie et les matières premières deviennent plus chères. Ces deux facteurs favorisants ont donc progressivement disparu vers la fin du XXe siècle. Le coût d'acquisition, donc le coût marginal de ces ressources naturelles, s'est donc élevé d'autant, créant simultanément un déficit structurel durable et croissant du compte d'exploitation de la société industrielle présenté en économie de stock. Par ailleurs, les dégâts environnementaux occasionnés par les pratiques de l'agriculture industrielle intensive, qui avaient été mises en place parallèlement au plan Marshall à partir de 1947, ne commençaient à se faire sentir que vers cette période, rendant ainsi évidente la nécessité de prendre en compte le coût de ces externalités négatives. Enfin, la généralisation de l'industrie nucléaire aux alentours des années 1970 commençait à justifier l'inscription de provisions pour risque et maintenance dans la comptabilité nationale. De ce fait, dès la fin de l'âge d'or des ressources faciles, notre compte d'exploitation, le compte d'exploitation de la société et de la croissance, s'il avait été présenté en économie de stock, aurait sans doute présenté un déficit structurel pouvant se matérialiser ainsi d'un point de vue comptable.
ainsi que nous l'avons déjà calculé dans la chronique précédente. Le déficit annuel, indiqué dans la colonne de droite, peut se retrouver avec l'équation suivante. Déficit égale variation de stock de ressources naturelles finies, plus provision environnementale, plus déficit de l'État. Soit, d'après nos évaluations, et pour la seule société croissanciste France, 664 milliards d'euros annuels. Aucun excédent de gestion n'étant à prévoir pour les exercices futurs. Il s'avère que nous sommes donc bien en présence d'une impasse comptable. Alors, comment les gestionnaires de la société industrielle croissanciste, capitaliste et croissanciste, s'y sont-ils pris ou s'y prennent-ils aujourd'hui pour faire face à cette situation de déficit chronique, déficit structurel et sans issue? Eh bien, la réponse est simple. Grâce à des artifices de montage financier. Mais, comme nous aurions pu nous en douter, ces artifices ne font que nous engager, eux aussi, dans une autre impasse. Une impasse financière qui fera l'objet de mes prochaines chroniques.